la meilleure définition de la scalabilité est gagner de l'argent en dormant. Si vous voulez une image forte de qu'est-ce que ça veut dire scaler, gagner de l'argent en dormant. Vous dormez et il y a de l'argent qui tombe. Pensez Fortnite. À coup d'état, jusqu'à présent, on a fait des contenus inspirationnels et on a construit des contenus qui avaient pour but de donner le moins de méthodes possible. Pour deux raisons. La première raison, c'est que les méthodes, c'est très enfermant. Quand vous donnez une méthode à quelqu'un, c'est un peu comme dans une religion, vous créez des dogmes, puis après les gens sont obsédés par cette méthode et ils ne font plus que la méthode. Alors ça, c'est très fatigant. Déjà, quand vous essayez de donner un état d'esprit, les gens arrivent à créer des dogmes autour de votre état d'esprit. Mais alors les méthodes, c'est incroyablement limitant. C'est notamment le grand drame de Lean Startup. Vous savez, Lean Startup, c'est un bouquin trop bien, que des millions de gens ont lu. Je ne peux plus le voir en photo, quoi. Dès que maintenant un type me parle de MVP ou de je sais pas quoi, j'ai des boutons qui apparaissent, je deviens nerveux, je me dis mais putain. Et j'en suis, vous savez, à dire des trucs genre oui, je suis contre le Lean Startup. Parce que c'est la façon la plus simple de passer un message très complexe, qui est qu'en fait, personne n'a rien compris au livre, que c'est insupportable de voir les gens ne rien y comprendre, et plutôt qu'essayer de leur expliquer, autant leur dire que vous êtes contre, comme ça ils ne vous aiment pas et ils ne vous parlent pas. Parce qu'eux, ils sont plus intéressés par la méthode que par le résultat. Quel est le grand problème des méthodes? Le grand problème des méthodes, c'est que les gens discutent la méthode plus que n'importe quoi d'autre. C'est un peu le cas, par exemple, de l'entreprise libérée. Vous savez, tous les gens qui sont adeptes de l'entreprise libérée, c'est comme une religion. Ils sont dans l'entreprise libérée. Vous ne savez pas ce qu'elle fait, leur boîte. Vous ne comprenez pas le contexte. Imaginez une entreprise libérée centrale nucléaire. Tout le monde rigole. On se dit non, autant qu'une centrale nucléaire soit plutôt une dictature quasi militaire. Hein. Faut quand même pas déconner. Mais parce qu'en fait, il y a du contexte. Évidemment, si vous êtes une agence de presse en Belgique et que vous êtes une entreprise libérée, ça a l'air plutôt raisonnable en fait. Dire qu'il ne faut pas un patron omniscient qui laisse du pouvoir et de la place à ses collaborateurs de décider ce qu'il y a de mieux pour le client le plus localement possible. Oui, ça semble être du bon sens en fait. Mais le problème, c'est que derrière tous ces concepts, il y a toujours des écoles idéologiques et puis en fait, il y a toujours des gens qui vendent des bouquins. Enfin, ça reste quand même le business model de ces gens-là. Enfin, et rien de mal là-dedans. Mais résultat, vous en tant qu'entrepreneur, vous devez vous poser la question de comment vous appliquez cette méthodologie et comment vous vous appropriez ces méthodologies pour en faire quelque chose. Et vous avez une responsabilité qui est d'être intelligent, d'être ouvert, d'être conscient de ce qu'on vous dit. Si vous prenez les choses comme des dogmes, c'est finalement pas la personne qui vous la donne de la façon la plus simple possible qui est responsable, c'est vous qui avez ce problème dans la façon dont vous le réceptionnez. Et alors, je me suis rendu compte d'un truc récemment qui a été mind-blowing for me, sorry. C'est un de nos collaborateurs qui s'appelle Jedi, qui m'a fait découvrir en fait plein de boîtes de services qui essayent d'appliquer des méthodes de scale à des sujets hyper texte. Alors par exemple, l'une de ses premières boîtes, c'est ManyPixel, qui est une agence de design à prix forfaitaire, qui applique tous les codes du code et du produit, qui essaye d'avoir une méthodologie la plus stricte et de mettre les gens dans l'entonnoir le plus précis, alors que c'est une agence de web design. Et c'est une agence comme une autre. Et grâce à ça, ils arrivent à des niveaux de productivité que la plupart des agences design ne peuvent même pas imaginer ou espérer atteindre. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais attends, en fait, le scale, c'est pas ontologique. Il y a des dégradés, en fait. Il y a plein de dégradés de ce qu'est la scalabilité. Et que comme il y a plein de dégradés de ce qu'est la scalabilité, on peut donner ces méthodes, on peut donner ces techniques qui sont à la base des techniques start-up et laisser les gens les recycler dans un domaine qui ne l'est pas. Et ce qui est intéressant avec ce phénomène, c'est que ça concerne tout. Ça concerne les PME, ça concerne les freelances, ça concerne les gens dans leur travail. Ce qui est intéressant avec cette démarche, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon rendement croissant et comment je peux augmenter mon rendement en tant que personne. Et alors,
Il y a quelque chose d'amusant là-dedans, c'est qu'il y a une phrase qu'on répète depuis très longtemps à The Family et à Coup d'État maintenant, c'est Scale is coming. Alors c'est une référence à Game of Thrones pour les gens qui ne regardent pas Game of Thrones, et je ne sais pas dans quel patelin de haute montagne vous vivez, mais tout est possible. Scale is coming, c'est l'idée qu'en fait la scalabilité est à notre époque ce que l'industrialisation était au 19e siècle. L'industrialisation de l'économie n'est pas simplement un phénomène business, c'est un phénomène de société. C'est un paradigme qui s'est appliqué à tous les pans de la société. D'ailleurs, tellement successful comme paradigme que si vous regardez l'école, par exemple, objet de la société de tous les jours dans laquelle nous avons tous été les premières années de notre vie, l'école est fabriquée comme une usine. On organise les enfants par année de fabrication. Il y a une cloche qui dit que c'est la fin ou le début d'un cours, comme si les gens ne savent pas regarder leur montre. Tout est industrialisé par matière. Donc vous avez une division sociale du travail par matière, etc., etc. Et en fait, l'objet école est l'objet qui a accompagné l'ère industrielle dans son développement économique. Et si vous regardez au début du 19e siècle, qu'est-ce qu'on a industrialisé et que vous faites l'histoire en accéléré, eh ben vous pouvez voir que toutes les industries, une par une, ont eu leur version industrielle. Et la version industrielle de cette économie est devenue la version dominante. Par exemple, pendant longtemps, on avait dit qu'il était impossible d'industrialiser le luxe. Parce que le luxe, c'est une industrie non scalable, non industrialisable. Et puis Bernard Arnault, François Pinault et tous ces gens-là sont venus et ont créé des géants dans le luxe. Alors, le paradigme industriel a un certain nombre de caractéristiques. Le paradigme industriel repose sur 3 caractéristiques économiques majeures. La première, c'est l'économie d'échelle. Puisqu'on centralise la production, on décroît le coût de production. Comme on centralise la production, on atteint des niveaux de production qu'il était impossible d'imaginer avant en étant un artisan. La deuxième caractéristique, c'est la machine et l'automatisation. Et l'automatisation, pas version AI, l'automatisation non contextuelle, standard. C'est pour ça que dès qu'on pense industrialisation, on pense mauvaise qualité. Parce qu'on pense standardisation. Quand la nourriture s'est industrialisée, elle a perdu en qualité. Elle a gagné en sécurité alimentaire. La probabilité de tomber malade en mangeant quelque chose d'industriel est faible. Mais par contre, enfin à court terme, je sais, j'ai vu tous les bobos granola là. Ça va les gars, on se détend. Donc la sécurité alimentaire a monté, mais le goût a baissé, la qualité a baissé et l'originalité d'expérience a lui baissé. Si vous mangez un double cheese ou un Big Mac dans un McDonald's, dans à peu près n'importe quel McDonald's que vous avez, il a à peu près epsilon le même goût. Ce qui est complètement délirant à imaginer. Quand vous imaginez qu'il n'est pas possible de faire 2 fois le même gâteau au chocolat, vous imaginez le niveau d'industrialisation, c'est plus de la nourriture en fait, c'est des trucs, c'est des objets qu'on mâche en fait. Et de ce point de vue-là, l'industrialisation a été un phénomène massif. Tellement massif que ça a complètement rentré dans l'art, c'est complètement rentré dans la culture générale. Et quand on pense fabrication en masse, on pense forcément usine. Puis, l'Internet est apparu. Et l'Internet a eu un enfant qui s'appelle le scale. Cet enfant, la scalabilité, c'est un phénomène magique, assez dingue, qui est le fait de pouvoir fournir un service à l'échelle, mais de façon personnalisée. Cette tension complètement inimaginable que l'ère industrielle n'arrivait pas à comprendre, qui était qu'on arrive à créer un objet que tout le monde peut avoir. Si vous allez tous sur Google, des milliards de personnes se connectent sur Google tous les jours. Ils ont une expérience de Google qui est personnalisée et qui est pourtant donnée à des milliards de gens en même temps. Et cette magie-là, on a d'abord cru qu'elle était le monopole de l'Internet, et puis on s'est rendu compte qu'elle n'était pas absolue. Et
Ça fait des années à The Family qu'on théorise le fait que la scalabilité sera à l'ère entrepreneuriale ce que l'industrialisation était à l'ère industrielle. À savoir que toutes les industries, une par une, vont se scalabiliser. Il va y avoir un géant de l'agriculture scalable. Agricole, par exemple. Il va y avoir un géant du transport logistique scalable. Fretlink, par exemple. Il va y avoir un géant du travail temporaire version scalable. Side, par exemple. Il va y avoir une SS2I scalable. Comet, par exemple. Etc., etc. Et que donc, petit à petit, ce mouvement de fond, qui a été montré par les produits purs Internet, Google, Facebook, etc., va aller conquérir le monde réel et va amener les méthodes et le paradigme de la scalabilité dans l'ensemble des pans de l'industrie. Erreur de raisonnement, quand on disait ça, on avait l'impression que la scalabilité avait deux caractéristiques. D'abord qu'elle était pure, à savoir que la scalabilité, c'était un phénomène binaire, on est scalable ou on est non scalable, mais il n'y a pas grand-chose au milieu. Or, dans l'ère industrielle, on a une vision caricaturale de l'ère industrielle, c'est industrialisable ou ça ne l'est pas, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Si vous prenez un LVMH, c'est un mélange entre industrie, et artisanat. Et la frontière entre qu'est-ce qui est fabriqué de façon artisanale et qu'est-ce qui est fabriqué de façon industrielle chez LVMH est très compliquée, elle est très floue. D'ailleurs, c'est même une expérience assez incroyable, puisqu'ils peuvent mettre énormément d'artisanat dans une boutique et en faire un objet unique, tout en fabriquant des sacs qui sont en plastique. Littéralement, en fait. La toile Louis Vuitton, c'est pas très, très éloigné du plastique. Et donc, c'est ce mélange des deux, accompagné d'un bon storytelling, accompagné de magie autour, de marques qui créent un objet assez unique qui est le luxe. Et bien de la même façon, la scalabilité n'est pas un phénomène pur. On peut mettre de la scalabilité dans certaines parties de son business, et surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre de la scalabilité dans les parties les plus invisibles de son business. À savoir que le traitement de ses clients peut être non scalable. Vous pouvez avoir une relation avec vos clients qui est linéaire, mais derrière, avoir des méthodes de travail qui prennent le meilleur de la scalabilité, le meilleur de l'Internet, le meilleur de l'automatisation, le meilleur de l'intelligence artificielle, et tout en le rendant complètement invisible pour vos clients. ManyPixel est un changement pour moi complet de vision du monde, parce que c'est une agence qui a une expérience agence, qui vend les services d'une agence, c'est-à-dire la chose la moins scalable du monde. Hein. Si un jour vous avez une web agence dans votre vie, vous savez qu'il n'y a pas pire enfer sur Terre que d'avoir des clients et de leur faire un site web. Hein. Je crois que dans Dante, s'il était vivant aujourd'hui et qu'il écrivait les 3 cercles de l'enfer, le cercle numéro 1 serait d'avoir une agence de créa. Je crois qu'il n'y a pas... C'est-à-dire que les gens, ils ont en tête un truc qu'ils ont l'impression d'exprimer avec leur bouche. Vous avez l'impression d'avoir entendu quelque chose qui était dans leur tête. Et en fait, la distance entre ces 3 étapes et ce que vous rendez, c'est n'importe quoi. C'est lost in translation. À mon avis, vous prenez un traducteur néerlandais qui parle à un traducteur japonais qui ne parle pas un mot de néerlandais pour traduire une phrase en Azerbaïdjan, vous avez plus de chances de comprendre de quoi le type parle que de voir du premier coup une expérience agence réussie. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, hein, parce que les agences sont le service au plus haut taux d'insatisfaction client ever. C'est quand même l'un des rares business où vous avez un client sur 2 qui dit que vous êtes nul et qui ne fait jamais faillite. Parce qu'en fait, c'est les goûts et les couleurs. Vous avez autant de chances que ça se passe bien avec votre agence qu'une date Tinder, quoi. C'est à peu près la même équivalence conceptuelle. Et en fait, qu'est-ce que fait ManyPixel? Ils disent, on va prendre les meilleurs de la méthodologie Internet et on va les mettre en back-office, d'un côté invisible pour le client, et on va faire une interface qui est une agence, et on va simplement forcer le client à répondre à un certain nombre de questions. Et donc, ce qui est incroyable avec une approche pareille, c'est que d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'il est possible de tout scaler.
ou du moins de mettre des ingrédients de scalabilité dans à peu près tous les business du monde. De plus, il y a quelque chose d'encore plus puissant là-dedans, c'est que c'est vachement compatible avec le futur qui nous attend. Il y a un petit paradoxe que moi je vivais depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que j'explique aux gens, dans toutes les assemblées où je vais, toutes les conférences que je fais, que scale is coming. Bon, la conséquence numéro 1 du scale, c'est quand même moins de travail. Forcément. Parce que si les choses deviennent scalables, elles ont besoin de moins de force humaine, et si elles ont besoin de moins de force humaine, elles ont besoin de moins de gens. Et puis il y a un truc bizarre, c'est que de toute évidence, il y avait plein d'objets, on voyait bien qu'on avait du mal à les faire scaler. Et en fait, cette approche du scale va devenir une hygiène personnelle de tout le monde. Parce que tous, on va devoir être forcés de se poser la question de scaler en tant que personne. Le scale, c'est comme tout phénomène de paradigme. Une fois que ça a conquis son marché, ça s'étend à tous les aspects de la vie. L'éducation est en train de vivre sa révolution scalable. Si vous regardez l'école Montessori, les écoles de nouveaux genres, etc., pourquoi elles ont l'air tellement d'être en phase avec la société? C'est parce qu'elles ont des caractéristiques de scalabilité évidentes. Elles sont personnalisées, elles sont à l'échelle, elles sont non standards, elles sont appuyées sur le développement humain et elles ont l'impression de l'accompagner. C'est la beauté d'une expérience Google. Quand vous allez sur Google, vous avez l'impression que Google vous comprend bien quand même, non? Combien de fois vous avez tapé des mots un peu bizarres, genre des trucs qui n'ont pas l'air de vraiment avoir de sens, vous appuyez sur Entrée et là vous trouvez la réponse que vous cherchiez. Ce phénomène-là nous habitue à quelque chose de quasi impossible en tant que citoyen. On voudrait que la politique soit Google. On voudrait que l'agence de design avec laquelle on travaille soit aussi efficace que Google. On voudrait que tout soit notre ami Google. Sauf qu'en fait, c'est dur. C'est beaucoup plus simple de le faire dans le moteur de recherche que dans le reste. Mais cette pression consommateur, elle va s'exercer sur nous tous, elle va s'exercer sur vous, quel que soit votre travail, et elle va vous forcer. Alors prenons un exemple. Les avocats. Vous êtes avocat en 2018, 19. On est en quelle année 19. Vous êtes avocat en 2019. Les dates, c'est un truc, je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes avocat en 2019. Pourquoi vos clients sont tellement violents? Pourquoi c'est devenu tellement compliqué d'envoyer une facture et d'obtenir un paiement? Pour 2 raisons. D'abord parce que votre client a l'impression d'être plus malin que vous parce qu'il a cherché sur Google. Ça, c'est à peu près le drame de toutes les professions intellectuelles. Ma femme est médecin, elle vous raconterait des histoires très drôles. Ma femme, ce week-end, me disait qu'elle n'a jamais eu l'impression qu'autant de gens avaient des cancers. Parce que 80% des gens qui finissent dans son cabinet, la première phrase c'est « Bon, j'ai cherché sur Google, je pense que j'ai un cancer. » Qui d'ailleurs n'est pas terrible pour les médecins, parce que la façon dont les médecins traitent ce problème, c'est en dénigrant les gens. Ah non, mais non, vous n'avez pas de cancer. Manque de peau, s'il en a un, t'es pas dans la merde en termes de crédibilité. Et en fait, on ne peut pas aller contre la réalité. L'Internet crée une réalité et un usage et des habitudes qu'on a tous besoin d'absorber. Et alors, le gros problème qu'on a face à ce phénomène de scale, pour rester dans la métaphore filée de Game of Thrones, c'est que we know nothing. On ne sait rien. Et surtout, on n'a pas vraiment de façon de penser le scale. The Family, on baigne dans la scalabilité du matin au soir depuis 6 ans maintenant. Et on ne l'a pas vu venir, cette histoire. Moi, s'il y a 1 an, vous m'aviez dit que j'allais faire un cours qui s'appelle Anyone Can Scale, j'aurais pété un câble. Je me dis, mais ça ne va pas la tête, c'est inadmissible, etc. Et en fait, le monde, on met toujours du temps à comprendre les phénomènes. On met toujours du temps à absorber les paradigmes. On met toujours du temps à comprendre ce qui se passe autour de nous et qui pourtant était évident. Rétrospectivement, je me rends bien compte que c'est une évidence. Je me rends bien compte que si vous êtes une PME industrielle dans une zone économiquement dure en France, vous n'avez pas d'autre choix que de scaler. Je vais même dire une phrase qui va être horrible et qui va me valoir beaucoup d'emmerdes, mais vous êtes un gilet jaune en 2019, vous n'avez pas d'autre choix que de scaler.
C'est quoi la crise sociale qu'on est en train de vivre? C'est qu'il y a une confrontation énorme entre le besoin de scalabilité qu'on a tous dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre travail, dans nos entreprises, et l'incapacité à avoir ces concepts qui soient expliqués clairement avec des méthodes simples qu'on est capable d'absorber. Et c'est en ça que la mission de Coup d'État, elle est marrante. La mission de Coup d'État, elle m'amuse beaucoup parce qu'elle nous fait sortir de notre pré de confort. Vous savez, faire scaler le top 0,1% de l'économie, quand vous avez Charles Thomas et qu'il vous parle de scalabilité, c'est pas très compliqué en fait. Charles Thomas, il scale par nature en fait, parce qu'il baigne dedans, que c'est assez naturel et qu'il a la chance d'être au bon endroit au bon moment avec tout ce qu'il faut comme caractéristiques. Et c'est vrai en fait pour la plupart des entrepreneurs de The Family. D'ailleurs, c'est notre critère de sélection. Notre critère de sélection numéro 1, c'est leur capacité personnelle à scaler. Vous savez, l'un des grands secrets à The Family, c'est qu'on regarde la courbe d'évolution des gens et on regarde s'ils scalent extrêmement vite à titre personnel. Et en fait, le scale, c'est un peu le chamanisme de notre époque. Il y avait avant la programmation, qui était un truc de chaman, maintenant il y a la scalabilité. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend bien compte que des gens ont des niveaux de productivité qui n'ont rien à voir d'une personne à l'autre. On le voit tous les jours nous, dans notre portefeuille. Quand vous avez une entreprise qui embauche un directeur marketing qui sait coder, c'est tout bête, mais la réunion du marketing et du code, bah, ça donne des super pouvoirs. Et ce directeur marketing est capable de faire des choses qu'aucun autre directeur marketing n'est capable de faire. Et donc les inégalités et les fragmentations que la scalabilité et l'accès à la scalabilité créent entre les gens sont dingues. Or, et c'est ça aussi qui est une évolution, c'est que sur les 3 dernières années, un certain nombre d'outils sont apparus qui rendent l'accès au scale non technique. Ça, c'est une révolution. Aujourd'hui, Airtable, IFTTT, Zapier, les réseaux sociaux, la pub en ligne, l'accès à l'intelligence artificielle comme une commodité, TensorFlow, etc., font que des gens qui ne savent pas coder, qui ne sauront jamais coder, et qui n'ont pas du tout envie d'aller faire le wagon ou de faire ce genre de choses, ont accès à des outils et à des automatisations qui sont aussi avancés que des ingénieurs du top 0,1% il y a 10 ans. Et ce phénomène ne fait qu'accélérer. Si vous voyez la prochaine version d'Airtable, qui va être complètement mind-blowing à ce niveau-là, va pouvoir transformer n'importe qui sait utiliser Excel en quelqu'un qui sait programmer des automatismes dans son business. La prochaine version d'IFTT, qui est en cours, est en train de connecter tellement d'API et tellement de services de façon standard que vous allez pouvoir manipuler les produits et les objets, où qu'ils soient, et de la façon dont vous voulez. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que tous ces objets, tous ces services web, etc., quelqu'un dans une entreprise classique va pouvoir les intégrer, les adopter avec la même simplicité qu'on a adopté l'ordinateur personnel, le traitement de texte ou l'Excel. Et on est à l'aube d'une transformation assez dingue qui est que le traitement de texte et l'Excel ont fait quelque chose d'incroyable dans le business. Vous savez, il n'y a personne qui ne sait pas utiliser un traitement de texte. Personne qui travaille, du moins. Il n'y a personne qui travaille avec des chiffres qui, à un moment ou un autre, n'a pas été confronté à Excel. Ce qui est incroyable avec ces outils-là, c'est qu'ils sont très mainstream. Ils sont utilisés par n'importe quelle entreprise, où qu'elle soit, etc. La première génération des services web était très niche, elle était très technique. Elle demandait un tel bagage personnel de connaissances et d'apprentissage que la barrière à l'entrée pour la plupart des gens était complètement infranchissable. Les services comme Airtable aujourd'hui font des efforts d'adaptabilité complètement délirants. Vous voulez jouer à un jeu marrant? Vous allez sur Airtable Use Case et vous regardez les use cases que Airtable met en avant. C'est que des use cases de Pop and Mom Shop. C'est l'équipe de baseball du coin qui utilise Airtable pour gérer ses plannings et ses inscriptions aux compétitions. C'est la boutique de fleurs qui utilise Airtable pour gérer son stock d'approvisionnement, etc. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que ça montre quelle est la volonté d'Airtable. C'est que Airtable sait très bien que tous les geeks du monde qui utilisent Airtable, ils n'ont pas vraiment besoin de use case. Mais que Airtable aujourd'hui est dans une volonté d'aller conquérir des champs
qui aujourd'hui n'utilisent pas ce genre d'outils. Et pourquoi? Parce que anyone can scale. Aujourd'hui, utiliser et adopter ce genre d'outils, c'est une façon assez marrante de rentrer dans l'univers et dans le décor et d'adopter ce genre de méthodologie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette formation est intéressante, c'est qu'on va la construire comme des use cases autour de personnages. Il y a la personne qui scale, il y a la petite boîte de service qui scale, il y a la grosse PME qui scale, et pour chacune de ces archétypes, on va construire des méthodes, des handbooks, et tout ce qu'il faut, et tout ce qui est nécessaire pour scaler. Alors, c'est marrant, il manque un slide. La façon dont on va fabriquer cette formation, ça va être complètement nouveau pour nous, pour 3 raisons. Raison numéro 1, c'est qu'on a envie de faire une mise en abîme. Le format Oussama sur scène qui raconte sa vie, ça marche bien pour toutes les vidéos état d'esprit, ça ne marche pas du tout pour des vidéos pratiques. C'est horrible. D'abord, je ne sais pas faire. Et donc, il va falloir apprendre à faire des nouvelles choses. Alors, comment on va faire ça? On a réfléchi et on s'est dit que si on était le Netflix de l'entrepreneuriat, ben on va adopter des formats quasi Netflix, on va en faire des films, et on va en faire des films de suivi de la vie quotidienne. Et on va les faire autour de 3 grands thèmes, comme je vous disais. Premier thème, c'est qu'on va prendre quelqu'un qui a un métier de service, tout seul, freelance, et on va l'accompagner dans sa méthodologie et sa scalabilité, un peu comme Vie ma vie, de semaine en semaine, et de voir semaine après semaine les méthodes et donner en open source tout ce qui aura été construit pour cette personne. Ensuite, le deuxième terrain de jeu amusant, c'est que The Family, c'est une collection de boîtes de services. On a Pathfinder, on a Lyon, on a Kimono, etc. C'est des sociétés qui, par définition, ne scalent pas. Et donc, on va appliquer cette méthodologie dans ces entreprises-là, et on va vous montrer le résultat concret de cette méthodologie dans ces entreprises. Et puis, on va aller chercher une entreprise un peu plus traditionnelle, un peu plus grosse, PME, province, et on va faire exactement la même chose, et on va montrer l'enseignement non pas par nos yeux, mais par les yeux de ces victimes, quoi. De ces gens qu'on aura fait scaler malgré eux. Parce que ce qu'on a envie de montrer dans cette formation, c'est que fondamentalement, c'est une formation différente, qui amène des outils uniques, et avec une approche qui s'applique à toute une gamme de personnes et de produits. Et fondamentalement, c'est pour ça qu'elle est payante. Il y a plein de gens qui disent bah, pourquoi payer alors qu'il y a plein de trucs gratuits et tout. Pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on aime beaucoup l'argent chez The Family. On n'en a pas honte. On pense que si vous faites quelque chose qui a de la valeur, eh ben les gens payent pour. Et on pense vraiment que la valeur d'avoir un vrai budget de production, et que ce ne soit pas simplement une vidéo sur scène comme ça, mais qu'il y a une vraie réflexion de storytelling, de montage et de mise en abîme des outils, pour permettre à n'importe qui de pouvoir suivre ça comme un feuilleton et d'appuyer sur un bouton et d'avoir l'ensemble des outils à disposition. Ce travail-là, bah, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail à des gens en dehors de moi, avant les conférences et après les conférences. Et ça demande un format qui est complètement différent en termes de tournage. Ça veut dire un format interview, intimiste, qui vous permet vraiment de rentrer dans la vie des gens. Et c'est pour ça qu'on lance les précommandes. On a envie de voir à quel point les gens sont excités. C'est un gros effort. On ne va pas le fabriquer si les gens s'en foutent. C'est simple. Hein. C'est pas, vous savez, on n'arrête pas de dire qu'il faut vendre avant de fabriquer. On va appliquer notre propre recette. On s'est fixé en tête un certain nombre de préventes. Si on ne les atteint pas, on vous pitchera autre chose. On est vraiment dans une démarche de co-création, on est dans une démarche de co-fabrication, et on a envie d'en faire un truc marrant. On a vraiment envie d'aller nous dépasser dans cet objet, mais nous dépasser, on ne le fera pas à risque financier. On a besoin de réduire notre risque financier pour garantir que de toute façon, au minima, on sera rentré dans nos coûts de production. Donc la prévente est à 699 €. Alors pourquoi 699 €? C'est une très très grande réflexion qui a duré 2 minutes 30.
On s'est dit que 1000 préventes, c'était le bon seuil pour être heureux. Donc à 699 euros, ça fait le budget d'une prod comme ça. Et on a envie de sortir ça dans les 3 mois qui viennent. Genre, je regarde Valentin pour valider le délai, ce qu'il ne fasse pas une syncope, genre, ah quoi, il a dit 3 mois. Donc j'allais dire 2, mais 3, dans les 3 mois qui viennent. Et surtout, on a envie que ce soit le début d'une longue aventure, ce produit, parce qu'en fait, je pense, mon intuition est qu'on pourrait un jour transformer ça dans une sorte de télé-réalité, vous savez, où les gens viennent avec leur boîte, un peu, vous savez, comme Gordon Ramsay, comme Cauchemar en cuisine, mais version scale. Vous venez dans la boîte et vous gueulez, mais alors, ça scale pas. Je sens qu'on va faire un truc de ouf. Et on va vendre ça à une télé. Et vous serez très heureux d'avoir acheté la prévente. On mettra votre photo si vous êtes en prévente. Ou on viendra dans votre entreprise vous gueuler dessus. C'est comme vous voulez. C'est un des avantages de la prévente. Question. Est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est quoi le format? C'est présentiel? Non, c'est à distance. C'est 100% en ligne. Ouais, et c'est vraiment vie ma vie, rencontre open source, rencontre Code Academy. Tu vois Code Academy, comment ça marche quand ouais. Ben, imagine la même chose version scale, avec vie ma vie d'entrepreneur, rencontre des contenus. Oui. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne remarque, on n'y avait pas pensé. Tu viens de me donner l'idée en live. Effectivement, on pourrait en faire une à 690, une à 2000 et une à 5000. C'est pas con. Merci, c'est noté. Après, attends, juste, je réfléchis en live. Mais tu sais, il y a quelque chose de marrant là-dedans. C'est que on aime bien aussi s'amuser, nous. Et je pense que aller dans une PME de province, rencontrer le COMEX et les forcer à scaler, tu vois, même si tu es un freelance, je pense que tu vas bien te marrer, quoi. Ça, je te garantis qu'il va y avoir des moments forts. Donc, est-ce que tu as envie de le faire segmenté où les gens payent 3 fois et tout? Autant qu'ils payent une fois et qu'ils prennent ce qu'ils ont besoin intensément et qu'ils s'amusent avec le reste, quoi. C'était ça aussi le. Et surtout qu'en plus, il y a énormément de situations cocasses là-dedans, parce que ayant commencé moi à travailler. C'est fou comme un paradigme change ta perception des choses. Tu sais, moi, je me suis jamais intéressé à ce sujet-là. Pour moi, avant, il y avait les boîtes scalables, il y avait The Family. Puis depuis que j'ai ce sujet-là, bah, ça m'obsède, les trucs de The Family. Et donc, je regarde les BFF, les machins, mais je me fais des syncopes, quoi. Je me dis, mais putain, mais c'est pas possible. On pourrait tellement être plus efficace, on pourrait tellement gagner plus d'argent. Donc, en plus, la mise en abîme sur nous-mêmes à The Family est marrante. À The Family, on a toujours essayé d'être l'exemplarité de ce qu'on prenait. On disait aux gens, il faut produire des choses qui ont de la valeur et les vendre cher. On a fait coup d'État. On a dit, il faut fake it until make it. On a fait, je sais pas, The Overnight. On a pris ce lieu, etc. Et donc, nos startups ont toujours un rapport légitimiste avec nous. C'est qu'on n'est pas là à donner des conseils qu'on ne s'applique pas à nous-mêmes. Et le business florissant de The Family a participé à cette crédibilité-là. Si j'arrive à faire plus d'argent le week-end et sur le côté que mes startups, bah, elles ont un peu de mal à me dire que c'est dur de faire du revenu. Tu vois. Il y a un côté, c'est un peu la kebab métrique. Vous connaissez la kebab métrique? J'ai un cousin qui a un kebab. Et à chaque fois qu'un entrepreneur me pète les couilles dans The Family, je lui révèle le chiffre d'affaires de mon cousin qui a un kebab. Et je lui dis qu'il vaut même pas un dixième de kebab ou un vingtième de kebab. Et ça remet tout de suite les choses en perspective dans la vie. Tu vois. Parce que c'est facile de perdre pied avec le réel. Mais le réel, c'est quoi? Le réel, c'est que tu as une entreprise, tu gagnes ta vie. Alors, si on est dans la situation où nous, on fait sur nous-mêmes cette mise en abîme et on se flagelle nous-mêmes avec des méthodes qu'on conseille, et que les gens peuvent constater un résultat d'avant-après sur nos propres entreprises, je trouve ça assez enthousiasmant pour donner envie aux gens d'acheter des trucs. Tu vois. Il y a un côté, c'est pas juste vu à la télé, c'est vécu à la télé. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, Cauchemar en cuisine, on en pense qu'on veut du mec. Mais on sent bien qu'il y a un truc réel là derrière. Tu vois, tu sens bien que le mec, il est réellement touché au trip quand les mecs travaillent mal, etc. Ça a beau être scénarisé,
comédifié, ça a beau être du storytelling, tout ce que tu veux, à la fin de la journée, les gens reconnaissent quand même la sincérité. Et personne qui a rencontré Gordon Ramsay dans sa vie dit ouais, le mec il est pas passionné, tu vois. Ouais, d'accord, ça. Question. Ouais, vas-y là-bas, après je viens chez toi. Ouais. Vas-y là-bas. Vous mettez juste sur votre menton, c'est la technique la plus simple. Ah d'accord. Je voulais dire, est-ce que vous avez un pack pour les étudiants ou un prix Si tu es étudiant et que tu es motivé, c'est pas beaucoup d'argent. Moi, quand j'étais étudiant, je me suis acheté des trucs plus chers. D'ailleurs, la preuve, t'as quoi comme téléphone? T'as un iPhone? Voilà. donc tu peux. Et ça, c'est un truc, vous savez, ça, c'est un truc d'état d'esprit qui est super important à Coup d'État parce que Valentin reçoit plein de messages du genre j'ai payé votre première formation il y a 5 ans, je suis un de vos premiers fans, j'ai une situation personnelle plus ou moins difficile, je ne peux pas payer maintenant, etc. Très bien, on est un business et les business, ça ne peut pas répondre à la charité, ça ne marche pas. Si vous avez, c'est une histoire qu'on me racontait quand j'étais petit. Ma mère me disait, tu sais pourquoi les commerces libanais marchent mieux que n'importe quel autre commerce? Parce que quand tu es libanais et que tu ouvres un commerce, les gens viennent chez toi et ils payent plus cher que ce qu'il y a dans le magasin pour t'aider. Alors que si tu es un commerce d'un truc, les proches ils viennent chez toi et demandent des choses gratuites. Et donc tu fais faillite. Et donc à la fin, la communauté d'un côté vit bien et de l'autre côté, la communauté meurt sur elle-même de cette gentillesse. Donc j'ai eu la chance, moi, d'avoir une éducation parfaitement au clair là-dessus. Alors après, les choses se piratent. Je veux dire, dans la vie, si tu es vraiment motivé et que tu n'as pas l'argent, je suis sûr que ce sera tellement mal sécurisé ce truc que tu trouveras bien un moyen de regarder les vidéos gratuitement. Donc, je suis très heureux. Si un jour on se fait pirater et copier notre content et mis sur les trucs de torrent et tout, que les gens téléchargent, vous imaginez le moment de gloire. Et de toute façon, les gens qui achètent ne vont pas se faire chier sur des trucs de torrent. C'est pas le même marché de toute façon. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est hyper important de jamais se mettre ce genre d'obstacle en tête. Par exemple, il y a plein de façons de gagner de l'argent et il y a plein de façons de gagner sa vie, qu'on ait des compétences ou qu'on n'ait pas de compétences. Il y a plein de façons d'épargner pour ce qu'on a envie, parce qu'investir dans soi, c'est toujours un très très bon investissement. Vas-y. Ouais. Je rebondis juste sur la question remarquée de Théo. Ouais. Je suis d'accord sur la valeur qu'a la formation. Et garde le micro. et je suis carrément prêt à payer 700 € sans problème. Cool, mais je prends les cartes bleues. Bah, vas-y, à la fin si tu veux. Mais je pense, pour avoir beaucoup d'amis encore étudiants, qui seraient ultra chauds pour la formation. Et c'était simplement s'il y avait potentiellement des modalités de paiement. Et là, je suis sûr. Mais bien sûr, mes modalités. Là, je suis sûr que Mais je te il pourra mettre en place un paiement en 5 fois si tu veux. Je te trouve 10 étudiants qui te payent 700 €. Bah, voilà. et c'était pas la question initiale. La question initiale, c'était est-ce que. Arrête de bouger le micro. Ouais, est-ce que à côté de la formation en ligne, il y a déjà un début de communauté qui se forme avec Coup d'État où il y a plusieurs personnes que je retrouve à chaque talk. Est-ce qu'il y aura justement des événements un peu dédiés aux personnes qui paieront cette formation et qui du coup pourront se rencontrer, échanger Encore une fois, alors pour être honnête, j'en sais rien. Moi, je suis sûr que Valentin va le faire très bien. Jusqu'à présent, il a fait preuve d'une exécution hors norme. Hein, tu vois. Vous savez, c'est toujours un truc qui me fascine, moi, c'est à quel point il ne faut jamais écouter personne. Et en général, quand les gens vous disent unanimement qu'un truc ne marchera pas, vous tenez un truc. Quand on a annoncé que Valentin allait devenir le CEO de Coup d'État et que moi, j'allais juste être un MC qui vient de temps en temps sur scène, j'en dis mais non, jamais, ce sera possible sans Oussama. Maintenant, les autres vidéos font plus de vues que les miennes. Heureusement que j'ai pas d'ego. Hein. Vous savez, c'est ce genre de truc. Et donc, en fait, il faut pas. Les choses se construisent dans le temps parce qu'il y a des clients, parce qu'il y a une communauté et parce qu'il faut être réactif. On n'a pas peur de ça. Donc, s'il y a plein de gens qui achètent cette formation et qui sont mobilisés et tout, on fera plein de choses en fait. Parce que c'est notre nature même de faire des choses. Juste une question rapide. Est-ce que vous avez pensé à faire du parrainage ? Du parrainage, non, on n'a pas pensé à faire du parrainage. Mais pareil, tout ça, c'est des trucs de croissance. En fait, il ne faut jamais confondre product market fit et optimisation. Parrainage, growth,
techniques pour faire acheter les gens, publicité en ligne, etc. Tout ça, c'est des choses que tu peux faire en place quand tu as ton product market fit. Mais le product market fit, il faut l'affronter à poil. Faut être à poil et il faut regarder s'il y a du désir. S'il n'y a pas de désir comme ça, nu à poil, sans rien, après tu peux sortir les chandelles, le resto, tu peux inviter les gens, sortir une bonne bouteille de vin et tout. Mais tu as besoin de savoir si ta version la plus vierge est quelque chose qui intéresse ou pas, parce que sinon tu perds ton temps. Et ça, c'est très contre-intuitif. Si vous voulez une vraie leçon pendant qu'on y est, quelque chose qui ne se vend pas à poil se vend rarement mieux habillé. C'est très, très, très... Oui, c'est une très bonne image. Comment si vous pensez que parce que vous allez mettre énormément de choses, un décor, de la com, etc., les taux de conversion, etc., vont monter, c'est parce que vous n'avez jamais rien fait de votre vie. En fait, les taux de conversion, ça s'écroule. Les taux de conviction, ça s'écroule. Les hardcore fans, c'est très très dur de les avoir à l'échelle. Mais si vous n'en avez pas dès le début, vous n'en aurez jamais. Par exemple, le cas typique, c'est j'ai créé un produit, personne ne l'utilise, c'est parce que je n'ai pas fait de com. Non, ça n'existe pas ça. Vous allez faire de la com, il y en aura encore moins qui l'utiliseront. Parce que plus vous montez le nombre d'utilisateurs, plus convaincre un nouvel utilisateur est dur. Les gens pensent que plus il y a d'utilisateurs, et plus l'utilisateur d'après est simple. C'est faux. Et d'ailleurs, quand vous voyez les grandes réussites comme Facebook, etc., c'est des barges de la growth. C'est des barges de l'experiment, d'aller chercher des niches, des réseaux, etc., à la main. Après, on regarde ça et on voit une exponentielle et on dit « Oh là là, c'est viral ». Mais en fait, il y a un travail invisible qui est d'une très très grande violence. D'accord, donc question sur le live. Putain, ça donne un... Question sur le live, quelles sont les boîtes qu'on va mettre en avant? Et c'était quoi l'autre partie de la question? Et qu'est-ce qu'elles font? Alors, le premier personnage, c'est un freelance. Bon, je vous le révèle, c'est un avocat. Ça m'amuse de faire ça sur un avocat. Et c'est comment aider un avocat à arrêter de subir sa vie. C'est vraiment c'est le channel numéro 1. Si vous avez des amis avocats, vous comprendrez de quoi je parle. C'est un métier qui travaille comme si on était en 1980. Et encore. Même les fonctions d'automatisation qui sont incluses dans Word, ils ne les connaissent pas. Ils n'ont jamais aucune formation produit, jamais aucune formation automatisation. Et on les met au travail, en plus avec une espèce de culture de merde, où si t'es pas au bureau à 23h, c'est que t'es pas vrai, quoi. Enfin, ça c'est typique des trucs qui vont pas survivre à notre époque. Pour deux raisons. D'abord parce que ça va avoir l'air d'être de plus en plus con d'être à 23h au bureau. Et deuxièmement, parce qu'on est une génération un peu moins conne que les générations d'avant sur ce sujet-là. Et on sait que l'équilibre, le bien-être, le fait de kiffer, c'est des choses aussi importantes que le travail à long terme. Je sais bien qu'il y a toute une vision de work alcoolique, machin, mais personne... Enfin, j'étais tellement heureux d'entendre Jeff Bezos là-dessus récemment. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais Jeff Bezos, au petit déjeuner du Washington Club, on lui dit « Alors, vous travaillez 90 heures par semaine et tout ?» Il fait « Bah non, non, c'est fini ça. Attendez, je suis le mec le plus riche du monde quand même. » J'aurais pas l'air un peu d'un con d'être le mec. Et il dit « Alors moi, je me lève à midi, je vais chercher mes enfants. » Et il dit « Mais attendez, moi j'ai travaillé très dur pour en arriver à un stade où il y a plein de gens qui travaillent dur pour moi. » Enfin, et il dit « Je commence à en avoir marre de cette culture qui veut faire croire qu'on a des super pouvoirs. Évidemment que quand j'ai créé Amazon, je travaillais très dur. Évidemment que les 5 premières années d'Amazon, c'était horrible. Les 5 d'après, c'était un peu mieux. Les 5 d'après, c'était génial. Puis maintenant, j'ai une vie rêvée. Enfin, faut pas déconner. Sinon, à quoi bon faire tout ça? J'étais là, putain, merci Jeff. merci, quoi. La deuxième série, c'est les patrons des BFF de The Family, qui vont être starisés malgré eux. Donc on a Miguel de Fontenay. En plus, ils ont des noms de stars, quoi. Annabelle Bignon, etc. Et en fait, le but du jeu, pour nous, à ce moment-là, c'est vraiment de rentrer nous-mêmes dans nos business et d'appliquer la méthode qu'on a créée à nos propres business. Et alors, le patron de PME, c'est un pitch en cours. Je pense le convaincre. Mais on parle d'une boîte qui a des centaines d'hôtels. Et qui a justement la forme la moins scalable du monde, à savoir des gens qui mettent des gens dans des chambres, qui nettoient les chambres, etc.
L'hôtellerie, c'est un service. Donc je ne sais pas si je vais réussir à le convaincre, parce que c'est quelqu'un de très discret. Mais bon, si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. En tout cas, l'avocat et les patrons de BFF, ça c'est facile, parce que c'est maison. D'autres questions sur le live? Est-ce que la formation est adaptée au e-commerce? Alors, il y a toujours un e-commerçant dans le coin pour faire chier. Ils sont partout. Bah oui, bien sûr qu'elle est adaptée au e-commerce. Sachant que elle sera pas tant adaptée au front du e-commerce qu'au back. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas beaucoup. Il n'y a pas de technique sur comment vendre en ligne. C'est pas, il y a plein de gens qui font ça. Ils peuvent acheter Neil Patel, tout ça. Enfin, il y a plein de gens qui font ça très très bien. La question, c'est pas en tant que e-commerçant, c'est plutôt comment je gère mes équipes, comment je gère mes objectifs, comment je gère tout le back-office de mon entreprise qui n'est justement pas dans le e-commerce. C'est plutôt ça notre sujet. Question? Est-ce que c'est adapté au drame français dont tu parlais, c'est-à-dire je suis parti pour faire une start-up B2C et puis je vois qu'en B2B ça marche pas trop mal, je veux faire une société de service. Donc, je pense que c'est adapté parce que ça te convaincra déjà d'arrêter ta start-up et de faire une vraie boîte de service dans ce cas-là. Et je pense que, mais je comprends pas pourquoi les gens reçoivent pas ce conseil plus souvent. Il y a une hypocrisie française là-dessus autour de 3 sujets. Sujet numéro 1, c'est qu'il y a beaucoup de subventions, etc., qui permettent de survivre longtemps. Donc on peut reprendre son injection de zombies pour 6 mois de plus. À la fin, on est comme ça. En plus, on ne se rend pas compte le coût humain à ce zombinage. Parce qu'en fait, plus vous êtes un zombie longtemps, et plus le fait de revenir dans le monde des réels est dur. Parce que d'abord, c'est inexplicable. Vous vous rendez compte, j'ai rencontré un entrepreneur la semaine dernière. Ça fait 9 ans qu'il a sa boîte. 9 ans. Ça fait 9 ans qu'il vit de BPI, subventions, la région Île-de-France. Je sais pas, c'est le maître du dossier, quoi. Enfin, le mec, c'est le roi Arthur du dossier, quoi. Enfin, tu lui dis dossier, il répond Excalibur. Enfin, et donc, il vient me voir pour lever des fonds. Et alors, c'est dur, vous savez, c'est toujours dur ces trucs-là, parce que le public vous dit, ah, ouais, machin. Alors, moi, j'avais juste envie de lui dire un truc, mais tu sais, mon vieux, ta boîte, elle est morte, quoi. C'est tellement plus simple de dire ça à un mec qui fait ça depuis 1 an. Hein. Un mec qui fait ça depuis 9 ans, bah, j'ai fait ce que tout le monde fait, bah, j'ai menti. Je dis, oui, non, c'est pas mal. Effectivement, non, ça va être dur de lever des fonds. Tu devrais parler à Kima, Jean de la Roche-Brochard. Après Jean, il m'écrit, il fait, vas-y, tu peux arrêter s'il te plaît là. Je dis, mais je savais pas quoi faire. Mais c'est simple, humaine, machine, oui, non, honnêteté, intégrité, stabilité. Putain, fait chier quoi. Donc en fait, faut pas. Plus tu attends pour reconnaître l'inévitable, plus l'inévitable coûte cher. Et en plus, ton entourage va pas comprendre. Parce qu'à mon avis, un mec qui a passé 9 ans à raconter qu'il avait une start-up et que demain ça va marcher, le jour où il dit ça marche pas en fait, c'est quand même une catastrophe humaine atomique. Hein. Les gens qui donnent des subventions, etc. à ces gens-là sont des criminels. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment des criminels humains. C'est mettre les gens dans des espoirs qu'ils ne devraient pas avoir et ensuite rendre la société responsable de cet espoir. Et la troisième chose, c'est que normalement, à part à des exceptions quasi mystiques, quand tu as fait une boîte B2C, c'est que normalement, tu es plutôt un mec B2C et les saumons, ça ne monte pas en haut des arbres. Donc le problème, c'est que quand tu fais une boîte B2C et que cette boîte B2C ne marche pas et que tu te dis du jour au lendemain, en fait, je vais devenir une boîte B2B, c'est comme si le petit saumon se disait, c'est dur de remonter la rivière, donc je vais monter en haut d'un arbre et manger une banane. Il y a une différence de nature totale entre les boîtes B2C et les boîtes B2B. La probabilité que le même entrepreneur soit capable de faire du B2C le matin et du B2B l'après-midi, mais j'en ai vu, hein. C'est des licornes, quoi. Enfin, c'est des mecs, c'est des créatures mythiques. C'est pas des gens humains. Normalement, si tu es vraiment bon en B2B, tu comprends rien au B2C. Si tu es vraiment bon en B2C, mais tu ne pannes rien au B2B. Et donc, ce genre de pivot qui est très souvent imposé par les investisseurs, t'as levé un peu d'argent, ça? Non, pas vraiment, enfin Non. juste de la love money. Oui, voilà. Et ta love money, elle en pense quoi du pivot? Bah, en fait, on a levé après justement pour réussir ce pivot.
Honnêtement, je me dis que peut-être on s'était peut-être juste trompé. Nous-mêmes, au D'accord. début, on était peut-être mieux fait pour faire du B2B. Parce qu'en général, ce pivot, il est en plus souvent porté par des investisseurs qui pensent que c'est un switch. De dire, ah bah en fait, ça n'a pas marché en B2C, essayons en B2B, on switch. Mais c'est pas ça, ça marche pas comme ça, c'est très très dur en fait. C'est très très dur. Ouais, bah prends le micro, regarde, il est à côté de toi. Eh ben nous justement, on a déjà fait du B2B et on se dit qu'on devrait faire du B2C. Celui-là, il est rare. Hein. Il est Donc très très rare. on gagne un peu d'argent en plus avec le B2B. Hein. On se Ouais, dit, ouais, ah, mais le B2C c'est fait. Écoute, celui-là est beaucoup plus enthousiasmant et beaucoup plus courant que l'inverse. Mais il est rare parce que t'as des problèmes. Dans ce cas-là, il n'y a que le troisième problème qui s'applique, qui est le problème d'ontologie. Est-ce que tu es vraiment la bonne personne pour faire du B2C? Mais c'est une question, c'est beaucoup plus facile d'y répondre que toutes les autres. Parce que tu n'as pas besoin de te mentir très longtemps. Tu vois, Et pour le coup, tu peux essayer. Dans ce sens-là, ça marche beaucoup mieux que dans l'autre. Parce que déjà, normalement, tu as de l'argent. Et donc, tu as le droit de dépenser cet argent bêtement. Tu vois. C'est un droit que tu as gagné. Ça, c'est un... Vous savez, quand on fait une entreprise, on fait toujours des erreurs. Mais il y a des erreurs qui sont légitimes et des erreurs qui ne le sont pas. Quand vous utilisez l'argent de vos investisseurs pour faire des erreurs, c'est légitime. C'est le contrat que vous avez passé avec eux. Quand vous utilisez l'argent de vos revenus pour faire des erreurs, de vos bénéfices, c'est légitime. Par contre, si vous utilisez l'argent de la collectivité, l'argent de gens, de vos clients, etc., pour faire des erreurs, là, c'est catastrophique. De vos salariés, de vos fournisseurs. Et en fait, il faut avoir un sens de la décence et un sens de l'éthique. Perdre l'argent des investisseurs, ça fait partie du jeu. Par exemple, il y a une entreprise à Paris de livraison qui avait commencé à prendre l'argent des livreurs pour payer leurs frais courants, en se disant qu'ils allaient survivre. Moi, si un jour il y a une boîte à The Family qui fait un truc pareil, je lui casse les deux genoux au fondateur. Quoi. Parce que le livreur, il n'est jamais rentré dans un contrat en disant je vais livrer un sandwich le midi, mon argent pour ce sandwich le midi, oui, vas-y, prends-le pour jouer avec, puis si ça marche, tu me donnes rien, juste l'argent que tu me dois. Non, mais personne passe un contrat comme ça. Un investisseur qui vous donne l'argent, moi ça me fait rire, les investisseurs qui disent oui, j'ai confié de l'argent, il a tout perdu. Bah oui, en même temps, il s'avère que c'est toi qui as fait le virement. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'à minima, c'est-à-dire que tu es nul à juger les gens. Si tu donnes ton argent à quelqu'un qui a perdu ton argent, bah, à minima, c'est toi qui es responsable. Nous, on a vécu ce cas récemment avec une de nos startups qui a fait faillite, grosse faillite, et les investisseurs sont en train de dire du mal tous les jours du fondateur à qui peut l'entendre. Et ben moi, à chaque fois qu'on m'en parle, je dis du mal des investisseurs, parce que je réponds toujours la même chose. Je dis d'un côté, il y a un mec qui avait 21 ans, de l'autre côté, des mecs qui avaient 21 ans de métier, et ce serait le mec de 21 ans qui serait responsable du fait que l'argent soit perdu, alors que les mecs de 21 ans de métier disaient que le type était un génie tous les jours, jusqu'au jour où ça marche pas. Donc c'est un peu, si ça marche, c'est grâce à moi, si ça rate, c'est à cause de lui. Tu vois. Donc non, quand on est dans un bateau, c'est une responsabilité collective. Donc si vous faites des bénéfices, c'est à gagner le droit d'en faire n'importe quoi. Ça... Et peut-être qu'en faisant n'importe quoi, tu deviendras quelqu'un. Parce que c'est toujours en faisant n'importe quoi qu'on devient, qu'on devient quelqu'un. C'est rarement en faisant des trucs raisonnables. Mais il faut avoir une éthique personnelle forte. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Donc il y a deux questions sur le live. Est-ce que la formation permet de créer des muses et quelle est la différence entre Anyone Can Scale et le mindset de Tim Ferriss? Super intéressant. Alors, le mindset de Tim Ferriss, c'est 4 hours work week. C'est sur l'idée non pas de scaler, mais d'augmenter l'efficacité du travail pour moins travailler. Là, c'est tout l'inverse. Là, la promesse, c'est qu'on va travailler plus. Parce qu'on va scaler, on va augmenter le travail, et parce qu'on va augmenter le travail, on va augmenter le scale. Là où Tim Ferriss cherche une optimisation du temps, nous, on cherche une optimisation de l'outcome, de quel est le potentiel. Un Tim Ferriss qui fait une boîte de graphisme se dirait comment je peux faire pour faire 10 000 € par mois en tant que graphiste en réduisant le nombre d'heures que je travaille. Moi, la question que je pose, c'est est-il possible, en ayant une semaine de 50 heures, de gagner 100 000 € par mois en étant graphiste? Question très différente. C'est pas le même style de vie, c'est pas la même ambition, c'est pas la même approche. Maintenant, il y a des choses communes, l'automatisation, le hack, etc. On va pomper plein de choses chez Tim Ferriss avec grand plaisir, mais il y a plein de choses qui ne le sont pas, notamment le scale de l'équipe,
le recrutement, le fait d'obtenir des ressources. Donc c'est pas du tout pour faire des muses, c'est vraiment pour faire des entreprises pour le coup scalables, qu'elles soient traditionnelles ou non traditionnelles. Alors, petite question. Là, si j'ai bien compris, vous allez plutôt suivre des entreprises qui sont déjà établies ou qui ont déjà quelques clients. Est-ce que ça pourrait aussi convenir à des personnes qui se lancent et donc qui, par définition, vont dire bah, tiens, je vais vraiment avoir dans l'idée de scale? Ouais, je pense que oui, mais je pense que c'est plus simple d'apprendre de gens qui ont déjà des problèmes de scale parce que en fait, quand tu crées un truc, si tu vois les problèmes de quelqu'un qui est déjà là, ça te permet de les anticiper à la création. Et c'est tellement plus simple de résoudre ce genre de problème à la création que là, que ça te donne de facto tous les bons réflexes. Mais ça sert à rien de suivre quelqu'un qui crée, parce que l'incertitude qui va créer quelque chose qui aura besoin d'être scalable est juste trop forte. Tu vois. On ne saurait pas qui suivre. Il faudra en suivre 20 et ne sortir qu'un épisode. Ça commence à rentrer dans une logistique un peu folle. Tu vois. Mais oui, évidemment que je pense qu'il est probable qu'on soit en train d'écrire un playbook de qu'est-ce que ça veut dire créer une boîte traditionnelle, scalable en France, et que ce playbook soit très unique et permette à des gens de créer une nouvelle génération d'entreprises encore plus efficace que la génération qui se transforme. Parce que évidemment, quand tu n'as pas de dette, tout va mieux. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. N'hésitez pas, c'est le moment de sortir votre carte bleue, les gars. Hein. À bientôt, ciao.